Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, menace directement la Biélorussie. Loukachenko n'a qu'une semaine pour cesser d'aider la Russie dans la guerre. Sinon, ce seront les forces armées ukrainiennes qui s'en chargeront. Chez les propagandistes biélorusses, c'est une véritable panique, comme on pouvait s'y attendre. Tu as une semaine pour te dégriser. Une semaine, une semaine, une semaine. Tu n'arrives même plus à prononcer les mots. Tu es complètement fou de menacer Alexandre Loukachenko. Il a osé. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, n'a même pas eu le temps de rentrer d'Europe qu'il s'est déjà scandaleusement attaqué à ces mêmes dirigeants européens. Il a insulté la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, et a exigé de l'Europe qu'elle rende à l'Amérique les fameux 350 milliards de dollars que Joe Biden aurait soi-disant offerts à l'Ukraine pour la guerre. Prenez notre armée, payez-nous simplement. Nous, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, n'a même pas eu le temps de rentrer qu'il s'est déjà attaqué aux dirigeants européens. Et pendant ce temps, de nouveaux détails sont apparus sur la façon dont les dirigeants européens, avec Volodymyr Zelensky, mènent des négociations secrètes avec les Russes dans le dos des Ukrainiens. Et voilà que le président du Conseil européen déclare que c'est normal, qu'il faut soi-disant dialoguer avec les Russes, même si les Ukrainiens ne sont pas au courant. Et nous avons aussi un ancien intermédiaire de retour dans les négociations pour mettre fin à la guerre. Il s'agit du président du Brésil. Le président Donald Trump. Je suis Alexei Pesci, discutons ensemble de ces sujets. Ainsi, à peine les médias mondiaux ont-ils eu le temps d'écrire que les Européens avaient réussi à convaincre Donald Trump au sujet de l'Ukraine et de l'Europe. Que Donald Trump lui-même, de retour aux États-Unis, s'en est de nouveau pris aux Européens avec des critiques et des insultes. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a annulé le voyage officiel prévu aux États-Unis les 21 et 22 juin. Dans le langage diplomatique, c'est une protestation assez forte. Et cela s'est produit après que le président américain Donald Trump, lors d'une interview à la chaîne de télévision italienne La Sept, a déclaré que la première ministre Giorgia Meloni l'aurait supplié de prendre une photo ensemble lors du sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France. Et il a ajouté qu'il ne voulait plus que Meloni soit son admiratrice et son amie. Arrêtons-nous ici, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans l'interview accordée à l'Accept, publiée le 19 juin, Donald Trump a affirmé que Giorgia Meloni le poursuivait littéralement lors du sommet à Évian et le suppliait de prendre une photo ensemble. Et il a accepté uniquement par pitié pour la première ministre italienne. Je vais maintenant citer ses propos. « Je n'étais pas obligé de le faire, mais elle m'a fait de la peine. Elle devait être heureuse. Je suis heureux d'avoir simplement parlé avec elle. » Giorgia Meloni a immédiatement répondu sur son compte du réseau social X, qualifiant les propos de Donald Trump de pure invention. Voici sa citation. « Honnêtement, je suis choqué. Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis agit ainsi avec ses alliés, et ce n'est pas la première fois. Il est triste que Donald Trump ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident et qu'il se montre beaucoup plus conciliant avec leurs dirigeants. Mais il y a une chose, il doit s'en souvenir. Ni moi, ni l'Italie, nous ne rabaissons jamais personne. » Donald Trump n'a pas calmé le jeu et, dès son réveil aujourd'hui, a publié un nouveau message sur Truth Social. Il a répété que Giorgia Meloni lui avait demandé à plusieurs reprises de prendre une photo avec lui, et il a ajouté qu'elle perdait rapidement sa popularité en Italie. Apparemment, une photo avec Donald Trump lui permettrait d'augmenter sa cote de popularité. Sans cela, elle ne serait personne, selon lui. Mais alors, pourquoi est-il vexé ? Pourquoi Donald Trump agit-il ainsi envers Giorgia Meloni ? Voici ses propos pour clarifier la situation. Sa popularité en Italie baisse, peut-être parce qu'elle a rejeté les États-Unis d'Amérique, un pays qui aime vraiment et protège l'Italie, surtout lorsque nous avons empêché l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Elle ne nous a même pas permis d'utiliser les aérodromes et les pistes d'atterrissage italiens. Cela nous a causé d'énormes problèmes logistiques. Des problèmes. Et maintenant, après que les États-Unis d'Amérique ont remporté une victoire militaire sur l'Iran, elle veut à nouveau être amie pour améliorer sa cote de popularité. Non, merci. Comme on dit, ce n'était que le début des ennuis. Et là, plus personne n'est vraiment surpris, parce que Donald Trump ressemble à un vieux grincheux qui, excusez-moi, insulte pratiquement tout le monde.
Et les médias américains, vous savez, ont même commencé à tenir des classements, des rubriques, où ils comptent précisément combien il y en a. Il ne reste plus beaucoup de dirigeants dans le monde que Trump n'a pas encore insulté une seule fois. Et cette liste se réduit déjà au minimum. Et vous serez surpris. Ou plus probablement, non. Mais dans cette liste de ceux que Trump n'a pas encore insultés, il y a principalement des criminels de guerre, des dictateurs comme Xi Jinping, Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko, Khamenei et ainsi de suite. Ceux-là, il ne les insulte pas. Mais envers les alliés, il crie simplement comme un grand-père grincheux, et il utilise une expression assez vulgaire. Mais encore une fois, ce n'était qu'un avant-goût. Hier, Trump montrait à tout le monde son nouvel avion présidentiel attitré. C'est exactement l'avion que le Qatar lui a offert l'année dernière. Et c'est sur fond de cet avion, qu'il a appelé la Maison-Blanche portable, qu'il a déclaré que les pays européens devaient désormais compenser Washington à hauteur de 350 milliards de dollars dépensés, selon lui, pour l'aide militaire à l'Ukraine, sous l'administration précédente de Joe Biden. Eh bien, il a déjà été prouvé 1 million de fois qu'il n'y a jamais eu ces 350 milliards, mais passons ce détail. Et donc, lors de son discours à la base militaire d'Andrews, Donald Trump a déclaré qu'à une réunion avec les dirigeants européens en France, il leur avait rappelé l'ampleur des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. Citation. « Je leur ai dit, réfléchissez-y, nous vous avons donné 350 milliards de dollars en avions, en armes de toutes sortes, et d'autres choses. Et beaucoup a été donné par Joe Biden à l'Ukraine. Et ils devaient payer pour ça, ce qui signifie que les Européens devaient payer pour ça, mais ce n'est pas dans leur plan. Personne ne leur a demandé de payer. Tout ce qu'il fallait faire, c'était dire « Prenez notre soutien militaire, payez-nous simplement. Payez-nous simplement. » Personne n'a demandé. Pourquoi avez-vous payé? Personne ne nous l'a demandé, monsieur. J'étais avec les dirigeants européens le week-end dernier. Je dis « Nous vous avons donné 350 milliards. » Rappelez-vous de cela. La suite arrive, 300 armes de toutes sortes et d'autres choses. Et ils ont dit, pourquoi? J'ai demandé pourquoi ce n'était pas fait. Il a répondu que personne ne nous l'avait jamais demandé. Eh bien, selon sa déclaration, l'administration de Joe Biden apportait simplement de l'aide et ne demandait même pas aux alliés européens de payer, alors qu'ils auraient dû, selon lui, tout payer. Encore une citation de Trump. Tout ce qu'il fallait faire, c'était dire aux Européens « payez-nous simplement ». Mais quand j'ai demandé aux Européens pourquoi ils n'avaient pas payé, ils m'ont répondu « mais personne ne nous l'a demandé, monsieur ». Je rappelle aussi qu'en février 2025, Donald Trump avait déjà critiqué le manque de transparence concernant l'aide américaine à l'Ukraine, estimant la contribution des États-Unis à plus de 300 milliards de dollars. Ensuite, ce montant est passé à 350. Et à ce moment-là, il y a plus d'un an, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a totalement démenti ces chiffres, en précisant que le total. Je souligne que le montant total de toute l'aide à ce moment-là pour l'Ukraine s'élevait à environ 320 milliards de dollars, dont environ 120 ont été financés à l'intérieur de l'Ukraine. Et environ 200 milliards étaient partagés entre les États-Unis et les alliés européens. Dans le même temps, Zelensky soulignait 67 milliards de dollars d'aide militaire des États-Unis et 31,5 milliards de soutien financier direct, c'est-à-dire au total environ 100 milliards mais certainement pas 350. Et voilà déjà un an que l'Ukraine ne reçoit pas un centime d'aide des États-Unis et toutes les armes sont achetées aux États-Unis par les Européens puis transférées à l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine et l'Europe ont réorganisé leur chaîne d'approvisionnement et ne cherchent plus à amadouer Donald Trump. Je rappelle que dans l'épisode précédent, j'ai déjà parlé de la façon dont Macron, en fait, a publiquement déclaré que oui, Donald Trump à Anchorage, en Alaska, le 25 août 2025. Il a vraiment essayé, tout simplement, de livrer l'Ukraine à Vladimir Poutine, de lui donner le Donbass, de lui donner la Crimée, et ainsi de suite. Beaucoup se sont alors demandé comment Donald Trump comptait remettre le Donbass à Vladimir Poutine sans l'accord de l'Ukraine, comment il comptait forcer l'Ukraine à céder ses territoires. Ce moment a surpris beaucoup de gens, mais je vais expliquer un peu. La situation qui se déroule actuellement au Moyen-Orient y ressemble beaucoup. Parce que Donald Trump, je souligne, Trump, le président des États-Unis, a inclus dans son accord avec l'Iran, par exemple, des engagements. Des engagements selon lesquels Israël mettra fin à la guerre au Liban. Benjamin Netanyahou dit « Quel rapport avons-nous avec ton accord ?»
Nous ne sommes absolument pas obligés de le respecter. Mais Donald Trump tape du pied, s'énerve, s'agite et dit « Pourquoi Israël attaque-t-il encore le Hezbollah au Liban ? J'ai pourtant dit qu'Israël n'attaquerait plus. » De plus, dans l'accord que Donald Trump a signé avec l'Iran, il est stipulé qu'Israël est obligé de retirer toutes ses troupes du territoire libanais. Donald Trump a-t-il demandé à Benjamin Netanyahou ou aux Israéliens s'ils pouvaient inclure cela dans l'accord ? Non, il n'a pas demandé. Voilà comment, en fait, Donald Trump mène sa diplomatie de manière aussi effrontée. Mais revenons à l'Europe. En fait, des représentants des ministères de la Défense ont déclaré que le Royaume-Uni développe une arme à longue portée peu coûteuse qui pourra être utilisée en Ukraine indépendamment des États-Unis, tant pour les composants que pour les données. C'est très important. Il est à noter que dans les prochains mois, des essais de 3 systèmes balistiques provenant des 3 plus grandes entreprises doivent avoir lieu au Royaume-Uni et en Ukraine. Il s'agit de MBDA, MGI Engineering et Rotron Aerospace. Et en cas d'essai réussi, il prévoit de les envoyer sur le front dès cette année. Eh bien, pour faire court, l'idée est de créer un équivalent bon marché du missile Storm Shadow pour une production de masse. Et voilà que Bloomberg écrit que l'exigence clé du gouvernement britannique est que les nouveaux missiles fonctionnent indépendamment des États-Unis. Et contrairement au Storm Shadow, ils ne contiendront pas de pièces américaines et ne nécessiteront pas de données américaines. Et ici, je noterai qu'à Londres, comme dans d'autres capitales européennes, on est très préoccupé par le fait que Trump se désengage de l'Europe. C'est pourquoi ils ont choisi de devenir aussi indépendants que possible. Et pendant ce temps, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, menace publiquement la Biélorussie. Et il donne à Loukachenko 1 semaine pour empêcher les frappes contre la Biélorussie. Mais avant de poursuivre cette émission, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'écrire votre commentaire et surtout de liker cette émission. Et je vais vous dire que sur la plateforme Patreon ainsi que sur Telegram, j'ai créé une communauté privée appelée PC Insight. Je vous invite à nous rejoindre là-bas pour une petite contribution où nous pourrons discuter ensemble de tous les sujets possibles. Je réponds à vos questions. Il y aura des streams totalement privés uniquement pour les abonnés payants. Et là-bas, avec vous, nous pourrons discuter, par exemple, des idées pour les prochaines vidéos ici sur YouTube. Là-bas, vous pouvez aussi me poser des questions personnelles, auxquelles je vous répondrai personnellement à chaque fois. Si vous souhaitez simplement me soutenir ponctuellement, tous les liens, toutes les informations pour accéder à la communauté privée, ainsi que pour les plateformes de dons, se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout type de soutien de votre part. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, à mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent également dans la description de cette vidéo. Là-bas, par exemple, il y a aussi des contenus qui ne sont pas toujours publiés ici sur YouTube. Bon, continuons. Je vais d'abord vous montrer une vidéo d'un propagandiste biélorusse. Azarenka, c'est un peu le Solovyov biélorusse en version allégée. Regardez simplement comme il s'énerve. Tu as 1 semaine pour décuver. 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine. Tu n'arrives même plus à prononcer les mots. Tu as complètement perdu la tête. Tu t'es mis à menacer Alexandre Loukachenko. Espèce de vermine pourrie. Alexandre Loukachenko volait sous les bombes de l'OTAN. À l'époque, tu n'avais même pas de quoi jouer du piano avec ta zigounette. Alexandre Loukachenko construisait l'armée, la défense et les forces de missiles pendant que toi, tu dansais pour Solovyov sur la première chaîne, avec Galkin. Et tu te saoulais ensuite, tu te bourrais jusqu'à perdre la raison et tu vomissais. Aïga, quel salaud! Et ça, après qu'Alexandre Loukachenko ait tendu la main une fois de plus. Il a dit qu'il fallait arrêter de tuer les slaves. Mais tu n'es pas un slave. Pour toi, un slave n'est pas un être humain. Juste une ordure, un pou. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Volodymyr Zelensky a déclaré que le soi-disant président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, n'a qu'1 semaine pour retirer les répéteurs pour drones, qui corrigent les frappes de drones de la Fédération de Russie sur les villes ukrainiennes. Sinon, c'est Kiev qui le fera. Pas besoin de mots inutiles. Aujourd'hui, il a des relais sur ses tours.
Relais russe ou biélorusse, qu'est-ce que ça change pour nous? Sur son territoire, le long de 2 régions frontalières avec l'Ukraine, il y a du matériel qui corrige le tir contre la population ukrainienne, contre la population civile précisément. Là-bas, entre l'Ukraine et la Biélorussie, nous n'avons pas de front aussi fort en ce moment. On y tue des civils. Il y a des relais sur les tours correspondantes. Peut-il les retirer? À quoi bon dire qu'il ne veut pas être en guerre? Qu'il enlève cet équipement, qu'il éteigne cet équipement. Je pense qu'une semaine lui suffira pour faire cela. Pourquoi est-ce que je dis une semaine? Parce que maintenant, c'est chaque jour. Voilà pourquoi. Nos civils meurent, des enfants sont blessés. S'il ne le fait pas, nous le ferons. Et de même pour son industrie de raffinage du pétrole, par exemple. Nous faisons tout pour que les Russes n'aient pas la possibilité de vendre du pétrole et en conséquence de fournir du diesel et du pétrole à leur armée. Parce que tout cela sert contre nous. Il est aujourd'hui le principal fournisseur ou l'un des principaux fournisseurs pour l'armée russe. C'est bien Loukachenko et la Biélorussie. Peut-on arrêter cela? Je suis sûr qu'il en a le pouvoir et c'est bien lui qui contrôle cela. C'était la réponse aux réponses de Loukachenko lorsqu'il s'excusait pour ses propos sur Zelensky. Eh bien, selon le président ukrainien, la Biélorussie est l'un des principaux fournisseurs de pétrole pour l'armée russe. Et voici encore une citation. Peut-on arrêter cela? Je suis sûr que c'est en son pouvoir. Je rappelle aussi que précédemment, le dictateur biélorusse Loukachenko a accordé une interview à la chaîne Al-Arabi, dans laquelle il s'est excusé pour ses propos durs envers Volodymyr Zelensky. Et il a assuré que Minsk n'entrerait pas en guerre. Globalement, cette interview semblait désespérée, affirmant « Non, ne croyez pas cela, nous n'entrerons jamais en guerre, sinon la Biélorussie disparaîtrait, etc. » Mais ici, il y a une idée très rusée de Loukachenko lui-même, que j'expliquerai un peu plus tard. Donc selon Loukachenko, en cas d'entrée de la Biélorussie dans la guerre, le front pour la Russie s'allongera de 1500 km. Et, je cite, « Nous, avec les Russes, nous ne pourrons tout simplement pas assurer la défense de ce secteur. » Loukachenko a également reconnu que la Biélorussie est très vulnérable militairement et qu'elle est à découvert aux yeux des militaires ukrainiens. Donc, si l'on en a la volonté, je cite encore, « Si l'armée ukrainienne le souhaite, les principaux sites vitaux du pays se retrouveront sous leur frappe. » Il veut dire, bien sûr, en cas de conflit. Cela signifie qu'ils se retrouveront sous leur frappe, mais il s'agit bien de la Biélorussie. Loukachenko a également fait référence au fait que ni le peuple ni les militaires biélorusses n'acceptent aucune guerre et ne veulent pas y participer. Je rappelle aussi que Loukachenko, après la réunion du Conseil économique eurasiatique à Astana le 29 mai, s'est exprimé de manière virulente à propos du président ukrainien. Je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais voici ce qu'il a alors déclaré. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là-bas, ou qu'il a fumé quelque chose et s'est mis à tenir de tels propos sur Zelensky. Et donc la veille, Loukachenko a déclaré dans une interview à Al-Arabiya, je cite, « Si Vladimir Alexandrovitch a été offensé, je lui présente mes excuses pour ses paroles. » Et ici, je veux souligner que Loukachenko ne fait pas que voir les attaques contre Moscou, il comprend aussi ce que cela peut entraîner pour lui. Si l'Ukraine commence vraiment à attaquer la Biélorussie, Loukachenko pense aussi à l'architecture de l'Europe d'après-guerre, et il essaie encore une fois de manœuvrer. Loukachenko a pu rester aussi longtemps au pouvoir en Biélorussie parce que, si l'on regarde la période d'avant-guerre, il a constamment manœuvré. Un coup, il se rapproche des Européens, puis de Moscou, puis encore des Européens, puis de Moscou, ensuite de la Chine, etc. Et maintenant, Loukachenko essaie à nouveau de tâter un peu le terrain en Europe. Admettons-le, il a la chance d'attirer l'attention de Donald Trump, il le comprend. Et dans une interview, Loukachenko a admis qu'il comptait sur l'aide de Washington pour normaliser les relations avec l'Union européenne. Et ce ne sont pas que des paroles. Le département d'État américain a envoyé des lettres à Kiev, Varsovie et Vilnius, proposant d'assurer le transit de la potasse biélorusse. Les États-Unis tentent vraiment de sortir la Biélorussie de l'isolement. Mais l'Ukraine se souvient très bien que c'est précisément depuis le territoire biélorusse que des missiles ont été lancés et que les troupes russes sont entrées en 2022. Loukachenko, lui, ne pourra tout simplement pas passer entre les gouttes. Et pendant ce temps, un scandale éclate dans l'Union européenne à cause des liens avec les Russes.
Il s'est avéré que le président du Conseil européen, Antonio Costa, a secrètement établi un dialogue avec le Kremlin pour négocier la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En répondant aujourd'hui à la question de savoir pourquoi il a tenté d'ouvrir un canal diplomatique avec la Russie sans en informer au préalable tous les pays de l'Union européenne, Costa a déclaré qu'ils avaient eu une discussion bonne et utile pour clarifier tous les malentendus. C'est de ce dialogue avec Moscou qu'il parle. Voici la citation. Je souligne que l'Union européenne est du côté de l'Ukraine. Nous sommes avec l'Ukraine pendant la guerre et nous serons avec l'Ukraine après la guerre. Costa a également reconnu qu'il n'y a pas encore de signaux fiables indiquant que la Russie est prête à des négociations sérieuses. Il dit « Oui, j'ai parlé avec les moscovites ne sont pas prêts à négocier ». Malgré cela, il a expliqué que, par l'intermédiaire de son bureau, il travaille à la création d'un canal diplomatique afin que l'UE puisse comprendre elle-même les messages russes et transmettre directement sa position à Moscou. Mais ce comportement de Costa n'a pas plu, par exemple, aux dirigeants de l'Allemagne et de la France qui élaborent leur propre position de négociation avec les moscovites. À cela, Antonio Costa a déclaré que les différentes plateformes diplomatiques ne devaient pas être en concurrence les unes avec les autres ou se contredire. Voici une autre de ses citations. Bien sûr, la coalition des volontaires et ses dirigeants doivent également jouer leur rôle en matière de garantie de sécurité. Dans le même temps, les intérêts de l'Union européenne doivent être protégés par les institutions de l'UE conformément au traité de l'Union. Mais je tiens à souligner que depuis plusieurs mois, l'UE débat de la question de savoir s'il faut ou non établir des contacts avec le dictateur chauve Vladimir Poutine, de quelle nature il pourrait en être et qui devrait mener un tel dialogue. Ainsi, lors du sommet à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont accueilli avec scepticisme, en substance, l'initiative d'Antonio Costa visant à établir des contacts avec le Kremlin, directement au nom de toute l'Union européenne. Le président du Conseil européen agissait au nom des 27 gouvernements de l'Union européenne, cependant certains autres dirigeants européens l'ont soutenu précisément lui. Sa position. En somme, l'Europe est désormais divisée en deux camps. Certains soutiennent l'idée de Macron et Merz selon laquelle il faut exercer une pression maximale sur Moscou et forcer ces Russes crasseux à s'asseoir à la table des négociations. L'autre partie dit « Antonio Costa gère déjà bien les négociations avec les moscovites, donc il n'est peut-être pas nécessaire de faire pression ». Dans le même temps, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la Pologne n'acceptera jamais une situation dans laquelle les décisions concernant la sécurité et les relations avec la Russie seraient prises par les plus grands pays sans la participation de la Pologne. Autrement dit, pour le dire simplement, il dit que si une décision est prise sans la Pologne, nous ne la reconnaîtrons pas. Et là, il ne faudrait surtout pas que les Européens se disputent entre eux maintenant à propos de la manière de parler ou de ne pas parler avec les Russes. Récemment, il a été rapporté que l'Ukraine et les États-Unis négocient quotidiennement et que les Américains ont repris des contacts informels. Il est donc déjà évident que des négociations avec Moscou ont bel et bien lieu. Pour finir, je vais vous donner une autre nouvelle. Vladimir Zelensky a accepté l'initiative du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva d'aider à promouvoir un règlement pacifique de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Les dirigeants se sont rencontrés en marge du sommet du G7 à Évian et ont discuté de la relance de la diplomatie. C'est là que Lula a proposé des contacts avec l'ambassade. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il a dit qu'il pouvait parler avec chacun d'eux. Zelensky a appelé le président américain Donald Trump à reprendre la médiation et à organiser une rencontre avec Vladimir Poutine, que le Kremlin exclut pour l'instant. Quant à Lula da Silva, il a noté qu'auparavant, Kiev ne montrait aucun intérêt pour ces initiatives, mais qu'à présent, ils ont accepté. Il a déjà discuté avec les dirigeants des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie et la Chine. Et il a l'intention d'établir de nouveaux contacts. Je rappelle qu'auparavant, Lula da Silva, avec les Chinois, avait déjà proposé une initiative de paix en 2023 et 2024. Mais cela n'a abouti à rien. Maintenant, l'idée est que Lula da Silva est réellement en contact aussi bien avec l'Occident qu'avec Moscou et Pékin. Ainsi, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, il peut réellement mettre toutes les parties en contact pour organiser des négociations. Donc, comme on le voit, des fronts diplomatiques très différents se sont activés afin d'essayer, d'ici l'hiver,
de mener des négociations plus ou moins constructives avec les Russes. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Tous les liens et informations nécessaires sont là. Comment faire un don est expliqué dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Au revoir.